Bonjour, bonjour, Laurence ici. Je vous retrouve aujourd'hui avec quelque chose que j'ai sorti des cartons, que j'ai retrouvé vraiment par hasard, que j'avais complètement oublié et qui pourtant traite d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'accès libre, l'open access. Alors l'open access, c'est la voie royale pour la visibilité de votre recherche. Donc voilà, il s'agit d'une interview que j'avais faite dans le cadre d'un exercice de coaching média. Et j'avais fait cette interview avec François Reikmans, donc qui est un journaliste à la RTBF. On avait vraiment fait ça dans les studios de la RTBF à l'époque. Et ça date quand même déjà il y a quelques années. C'est quand j'étais directrice éditoriale dans la maison d'édition académique internationale Peter Lang. Voilà. Mais écoutez, bonne écoute. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions, en commentaire. Bonne écoute. À bientôt. Laurence Pagatch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice éditoriale dans une maison d'édition scientifique. Tout à fait. En quoi cela consiste, l'édition scientifique ? Alors, c'est l'édition, en fait, des ouvrages académiques et scientifiques. Donc, ça peut être évidemment en physique, en sciences dures, mais c'est aussi, et c'est ce que je fais, en sciences humaines et sociales. Et qu'est-ce que vous faites exactement alors pendant vos journées de travail ? Alors, moi, il y a une partie de direction, donc c'est de gestion en fait d'une petite PME, on va dire. Et puis, il y a surtout toute une partie de stratégie éditoriale et d'accompagnement des auteurs. Et c'est différent de faire de l'édition scientifique que de faire de l'édition normale, si j'ose dire ? Alors évidemment, il y a des choses qui se regroupent parce que donc l'éditeur est un facilitateur de savoir, dans notre cas. Ce qui ressemble à l'édition normale, c'est l'accompagnement des auteurs, sauf qu'il est un petit peu différent parce que nous ne sommes pas l'expert dans l'édition scientifique. L'expert, c'est vraiment l'auteur. Et donc, on va l'accompagner plutôt comme si on était les premiers lecteurs. Donc, on va regarder comment est-ce qu'il a structuré son propos, si c'est accessible à un public un peu plus large que celui dont il a l'habitude. Et tandis que dans l'édition normal, je dirais, il y a plus un travail carrément de censure, de réécriture, qui n'existe pas vraiment dans l'édition scientifique. Ah, vous ne prenez pas la main sur le contenu du texte ? Non, jamais, jamais, jamais. Donc ça, c'est le travail des experts. Donc nous travaillons, et là c'est un maillon qui n'existe pas dans l'édition normale, dans l'édition classique. Nous travaillons avec des experts qui sont en fait des professeurs reconnus ou des spécialistes qui sont des professeurs dans des universités un peu dans le monde entier et à qui nous demandons de se prononcer sur vraiment le contenu. Est-ce que le contenu est correct ? Est-ce qu'il est original ? Est-ce qu'il y a pas des erreurs scientifiques ? Parce que nous devons être sûrs que ce que nous publions est valide scientifiquement. Sinon, c'est notre réputation qui est en jeu. Et si moi je trouve que vos experts ne sont pas bons, ne sont pas les plus pertinents ? Alors, d'abord, les experts sont anonymes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde académique en général, même si ça commence à changer. Donc, en principe, les experts sont anonymes. Donc, l'auteur ne sait pas qui l'expertise et l'expert ne sait pas qui est l'auteur. Mais donc, vous avez le pouvoir d'arrêter une publication à ce moment-là ? Donc, c'est toujours l'éditeur qui prend, en fin de compte, la main et la décision. Donc, si on a des rapports qui nous disent « non, c'est vraiment pas publiable », en général, on va pas se lancer. On va peut-être demander un troisième expert de se prononcer. En général, ce qui arrive, c'est les experts demandent des modifications de contenu. Et là, on revient vers l'auteur qui accepte en général de Mais c'est quand même une sorte de coup près. Moi, je ne le considère pas comme ça, parce que le but, normalement, l'auteur est un expert. Si vraiment, c'est très très rare qu'il y ait 2-3 experts qui soient tous d'accord sur le fait que ça ne va pas. Et en général, si c'est le cas, l'éditeur l'a vu avant. Il y a quand même un phénomène qui apparaît, c'est qu'on peut s'auto-éditer en quelque sorte. Je pourrais publier moi-même mon livre. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un phénomène qui a lieu actuellement et qui laisse le public juge de la qualité d'une publication. Alors, ça ne vous convient pas ? Non, parce que nous, évidemment, pour un roman, vous pouvez décider que ça vous plaît ou pas, que ça fait le buzz ou pas. Mais pour un ouvrage scientifique, pour des propos scientifiques, le commun des mortels, et l'éditeur inclus, ne sait pas
si ce qui est dit est correct, quelles sont les sources là derrière, si les références sont correctes. C'est là qu'interviennent les experts qui doivent au moins se prononcer sur est-ce que c'est bien structuré, est-ce que la méthodologie derrière ça est correcte, est-ce qu'il fait bien son travail et est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça ailleurs, parce qu'il y a les questions de plagiat, est-ce que c'est original, voilà. Donc vous êtes en quelque sorte les garants de la qualité. Tout à fait. Donc l'éditeur scientifique est le garant de la qualité, même si ce n'est pas lui qui fait l'expertise. Mais en tout cas, il l'organise pour que ce soit anonyme et qu'il n'y ait pas de coalition entre les personnes. Vous parlez dans votre article de l'open access. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement, l'open access ? Donc l'open access, ça consiste à mettre en ligne du contenu publié par un éditeur et le rendre accessible gratuitement. Donc c'est pas de l'autopublication, donc c'est pas juste mettre, un chercheur écrit un article, il le met sur Internet, c'est effectivement de l'accès libre, mais c'est pas l'accès libre scientifique. L'accès libre scientifique, c'est le chercheur qui écrit un article qui est publié par un éditeur en ligne et qui est lu gratuitement par tout le monde. Donc on a la garantie de qualité. Oui. Par contre, on n'a pas de rémunération. Non. Alors, normalement, l'éditeur n'a pas de rémunération puisque normalement, ça passe par les ventes. L'éditeur se rémunère avec les ventes, au moins en partie. Et dans ce cas-ci, il n'y a plus de vente, ou en tout cas beaucoup moins, parce que l'accès libre, ça ne veut pas dire que le livre disparaît. On peut tout à fait avoir un contenu en ligne, et si ce contenu est intéressant, la personne peut tout à fait décider d'acheter le livre en papier. Comment est-ce que vous financez alors ? Alors ça, c'est la très très grande question, parce que la Commission européenne a décidé que d'ici 2020, la majorité des contenus devait être en open access, donc la majorité des recherches effectuées par les chercheurs dans les universités et financées donc par le public devaient être en open access. Alors ils ont rajouté dans la mesure du possible. Parce qu'effectivement, le problème, il est là. Qui va financer ? Comment ? Alors, il y a eu en Allemagne un consortium de bibliothèques. Donc normalement, les bibliothèques achètent, si vous voulez, des abonnements à des revues scientifiques. Et on pourrait transférer cette somme ? Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de transférer la somme, qui sont des sommes faramineuses, ce sont des millions, c'est de transférer cette somme au financement des plateformes et des éditeurs. Et donc des éditeurs. Oui. Est-ce que c'est exact que pour être reconnu comme chercheur, il faut publier, et il faut publier dans l'édition scientifique ? Oui, exactement. Donc c'est un mantra qui est dans toute l'édition scientifique, c'est « publish or perish ». Tu publies ou tu meurs. Tu meurs symboliquement, parfois c'est peut-être presque littéral, mais donc il y a une certaine obligation, une pression à produire du résultat, et du résultat positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas donc pour nos collègues dans les sciences dures, il n'y a pas d'acceptation du résultat négatif. Donc du coup, il y a un problème de falsification des résultats qui est possible, etc. Donc il faut chercher, mais il faut aussi découvrir du positif. Oui. Je vous remercie. Merci à vous. J'espère que ça vous a intéressé aussi comme exercice vraiment pas de vulgarisation, mais en tout cas de transmission du travail. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais éditrice, et donc même en tant qu'éditrice, on a tout un jargon professionnel, et donc il a fallu que je traduise ça lors de l'interview. Et c'était pas si facile que ça, je m'en souviens bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, tant le contenu que même le format et le fait que ce soit un exercice d'interview. Peut-être que ça vous fera aussi un petit peu réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place pour vous préparer en fait à ce genre de situation. Voilà, moi je vous dis à bientôt. C'était Laurence de l'État du Mexique, toujours au Mexique. À bientôt!